Ok, allez. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire avec Fabien Morel, qui est président de la SIC Aticora. SIC, c'est Société coopérative d'intérêt collectif. En termes de format, on va être ensemble pour 1 heure jusqu'à 13h15. Donc, on vous propose de faire un temps un peu d'interview guidée, on va dire, avec Fabien, qui va nous permettre de rentrer un peu en profondeur dans le modèle Aticora. Et puis ensuite, un temps de questions-réponses à partir de vos réactions. Et donc, pour ça, je vous invite à écrire directement dans le chat vos questions et on les fera remonter à Fabien Morel en deuxième partie de rendez-vous. Je crois qu'il a un petit peu de dispo après aussi pour déborder éventuellement si on a qui veulent approfondir. Mais voilà, on va essayer de se tenir dans l'horaire. Et puis, je passe la main à Alexandra quelques instants qui va vous présenter le cercle thématique. Oui, bonjour à tous. Donc le cercle thématique des Shifters, c'est du coup un groupe qui s'est formé assez naturellement au sein des Shifters, donc les bénévoles qui aident le Shift Project. Et donc là, sur ce cercle thématique, on parle d'urbanisme et d'immobilier. Et on a pris un peu l'habitude d'organiser quelques webinaires avec des intervenants experts, donc aujourd'hui avec Aticora. Et tous les webinaires seront sur, les replays seront sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez aussi aller faire un tour sur notre chaîne et voir les autres interventions d'autres experts, n'hésitez pas. Et Ok, donc, merci Alexandra. je laisse prendre la main. Excuse-moi. Ok, merci. Donc Fabien Morel, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Je suis marié, nous avons 3 enfants pour une vingtaine d'années, et avec ma femme, depuis 2004, je vais vous dire pourquoi, en fait, on s'est penché sur la question de l'habitat. Alors pourquoi 2004, et je me souviens de cette date? Il se trouve qu'en 2004, j'ai lu le premier bouquin là, de Jean-Marc Jancovici sur le thème, c'était l'avenir climatique, quel temps ferons-nous? Et je me souviens à la lecture de ce bouquin que ça paraissait pas évident, en tout cas à mes sens, qu'aussi peu de CO2 à l'atmosphère pouvait avoir une telle influence sur le climat global. Mais déjà à cette époque, ce qui m'avait plutôt frappé, c'était de percevoir à quel point notre dépendance à l'énergie fossile allait certainement créer des complications par la suite. Et il se trouve donc que 7 ans plus tard, et je pense que les shifters, ça va vous parler, 7 ans plus tard, en fait, à un moment où je m'interrogeais sur mon avenir professionnel, j'ai tout bonnement candidaté à Carbone 4. Et là, je vous propose de vous lire cette lettre de motivation. Je me suis plié à l'exercice parce qu'elle est fondatrice en fait de ce qui s'est passé ces 12 dernières années. Donc c'était le 30 août 2011, donc il y a 11 ans. Le titre était, donc je vais vous lire partiellement en fait à la fois mon courrier et la réponse de Carbone 4. Vous rejoindre, 2 points, avec plaisir. De formation ingénieur super-héros, sorti d'école en 98, je monte une société d'études et de fabrication de machines spéciales. D'abord pendant 3 ans, pour un produit propre, breveté, un distributeur automatique de bouteilles de gaz. Puis, pendant 7 ans, pour les cadors du TP, Bouygues, Vinci, Eiffage. Et enfin, pendant 2 ans, encore, pour nous, entre guillemets, pour la réalisation d'une usine de production de blocs de construction isolants à base de granulats issus du champ. En toile de fond de ces années de travail, j'ai toujours eu la volonté d'acquérir des moyens qui me permettaient de faire quelque chose qui ait un sens. 3 petits points à mes yeux. J'ai commencé à avoir des moyens financiers suffisants au bout de 7 années bénéficiaires. Ainsi, riche de ces euros, j'ai conçu et nous avons entièrement développé cette usine de production de blocs isolants. Ceci, d'un bilan carbone pas stupide, constitue un matériau à isolation répartie très efficace. L'aventure de cette entreprise se prolongera maintenant 100 mois, car démarre pour elle une phase de promotion commerciale qui se fera par mes collaborateurs, mais pour laquelle j'ai du mal à trouver de l'intérêt en me levant le matin. Je souhaite maintenant m'impliquer dans plus de réflexion et dans moins d'opérationnel.
En cours d'aérodynamique, je m'étais dit que, bien que le profil de l'aile d'avion soit le résultat du génie humain, ce qui fait voler les avions est avant tout la poussée de leur gros moteur. Même si le réacteur est lui aussi une merveille technologique, le kérosène abondant qu'il avale est bien le seul à pouvoir exaucer le rêve d'Icare. 3 petits points, on connaît la fin de l'histoire. La sobriété, bien plus que le prix, est une contrainte motivante en conception pour l'ingénieur, celui qui fait des engins, étymologiquement parlant. Par ailleurs, je pense avoir acquis une vision assez claire du monde agricole et de l'élevage, du monde de la construction de notre habitat et de sa répartition sur le territoire, ainsi que de l'emprise et de son rôle sociétal, ainsi que de l'entreprise et de son rôle sociétal. Ces quelques sensibilités me laissent penser que je pourrais vous aider dans votre défi, qui est aussi le mien, depuis que j'ai compris que l'opulence énergétique a pour effet pervers, en plus de détraquer l'équilibre de notre climat, de balayer les contraintes et donc les règles de notre jeu de société. Je pense, comme vous, encore possible d'infléchir cette absurdité par la réflexion, l'explication et l'acceptation de nouvelles règles. Je vis à la Mure, à 30 km de Grenoble. Ma région d'intervention pourrait être Rhône-Alpes. Et donc Carbone 4 me répond par la plume de Jean-Marc Jancovici, qui me répond dans la foulée. Bonjour, s'il fallait instaurer un prix de la candidature la plus originale reçue à Carbone 4, tout en restant plausible, je pense que la vôtre aurait de bonnes chances de figurer en finale. Et l'aventure qui est la vôtre justifierait assurément quelques heures de discussion au café. Parce qu'elle marie assez bien l'audace, la pertinence et la compréhension des enjeux. Et là, on va le voir, c'est du Janco dans le texte, entre parenthèses, litote française, les Américains utiliseraient une formule plus superlative, je pense, sourire. Mais par contre, je ne suis pas convaincu qu'il vous serait facile de retrouver une place, entre guillemets, de simple salarié comme consultant après un tel parcours. Blablabla, bla, 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 car il est évident que si j'étais à votre place, je me cherchais une autre aventure. Blablabla. Cela étant, tout cela ne signifie pas que nous n'aurions rien à nous dire si l'on se voyait. À défaut d'être positive, j'espère que cette réponse est intelligible. Bien cordialement, Jean-Marc Jancovici. Figurez-vous que je l'ai écouté, puisque 6 mois plus tard, je lançais le projet Aticora. Alors, Aticora, je pense qu'une manière assez concise de le présenter et de visionner une petite vidéo. Alors, je comprends que certains d'entre vous l'auront déjà vue, mais elle est assez dense, donc je pense que personne ne perdra de temps à la répéter une deuxième fois. Une petite vidéo qui reprend l'ensemble de notre démarche et là où on en est. Alors là où on en est, c'est une vidéo qui a été faite il y a 3 ans, au démarrage de la SIC Aticora. Donc c'est la fondation d'Aticora, mais qui est devenue une SIC il y a 3 ans. Et à ce moment-là, donc, il y avait 70 associés, et on avait des fonds propres à hauteur de 8 millions. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on a des fonds propres plutôt qui se situent entre 18 et 19 millions. Et on a un peu plus de 200 associés. Je propose de la lancer. Vous m'entendez, en fait? Oui, c'est bon, je pense. Oui, très bien, parce que du coup, j'ai pas de retour. Tac. Partage. Après avoir développé depuis 5 ans des matériaux de production locale, à faible impact environnemental, des facteurs de chauffage inférieurs à 10 € par mois en secteur de montagne pour une famille de 4 personnes. Très bien, est-ce que tu peux monter le son de ta vidéo? On n'entend pas très bien, s'il te plaît. Pour apporter une réponse globale et est-ce que c'est mieux? Aujourd'hui, Aticora, une entreprise de 30 salariés et de 70 associés, fonctionne en 4 petites lettres pour désigner une grande idée, une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ce temps? C'est pas terrible, on n'entend pas très bien, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Dans les paramètres du son, là, il y a la petite flèche sur le micro, à côté de votre micro, pour activer ou désactiver le son. Vous pouvez mettre... Faut que ça sorte plus haut de tes haut-parleurs, en fait, surtout. Non, mais le micro, au lieu de mettre le micro, faut trouver le micro de votre système. Je pense que si vous mettez identique à système, ça devrait marcher. C'est identique au système, c'est ça? Ouais. Allez, on relance un coup, désolé. Elle était changée de forme juridique. Mais commençons par lui. Ouais, non, ça change rien. Ça n'a rien fait. Je peux essayer de la passer. Pardon? Je peux essayer de la passer si tu veux. Oui, ok. Je l'ai prise. Inférieur à 10 € par mois en secteur de montagne. C'est mieux ou pas? L'habitat constitue et structure notre organisation en société. Au cours de son développement, l'entreprise Atikora a décidé de le placer au cœur de son action. Après avoir développé depuis 5 ans une technique constructive conciliant des matériaux de construction d'approvisionnement local à faible impact environnemental, des factures de chauffage inférieures à 10 € par mois en secteur de montagne pour une famille de 4 personnes, des qualités esthétiques et de confort louées par ses habitants, l'entreprise a perçu que pour apporter une réponse globale et pérenne à son activité, elle devait en premier lieu se reconstruire juridiquement autour d'un intérêt commun que serait l'habitat et non d'un bien marchand qui est la maison. Aujourd'hui, Atikora, une entreprise de 30 salariés et de 70 associés, fonctionne en SIC. 4 petites lettres pour désigner une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ce changement pour Atikora? Pour être en mesure de repenser l'habitat, fallait-il changer de forme juridique? Mais commençons par le début. Tout d'abord, qu'est-ce qui différencie une SIC des autres formes d'entreprise? Toute entreprise, dans le cadre de son activité, construit des échanges multiples, en son sein entre ses différents salariés, mais aussi avec ses clients, ses fournisseurs, ses financeurs, parfois avec des collectivités. Dans ce schéma, chaque entreprise se perçoit un peu comme le centre d'un monde au cours duquel gravitent ses différents partenaires. Cette manière de penser les choses conduit naturellement chacune des parties à prendre des décisions en fonction de ses intérêts. Et ces intérêts sont rarement les mêmes pour tous. Dans un échange commercial, chercher à acheter moins cher pour une des parties et vendre plus cher pour l'autre ne sont pas des intérêts convergents. L'aspect compétitif naturel est donc renforcé dans ce schéma d'organisation, avec le risque que le développement des uns se fasse au détriment des autres. L'organisation en SIC procède d'une autre logique. Ce qui devient central, ce n'est plus une entité, mais un projet. Toutes les parties intéressées par sa réalisation y prennent part, chacune à leur niveau. Salariés, clients, épargnants, fournisseurs, collectivités. Tous ont vocation à devenir associés de la SIC. Ce changement de point de vue est essentiel. C'est désormais l'intérêt commun, par nature collective, qui préside aux décisions qui concernent le projet. Pour la SIC Atikora, le projet est de bâtir des hameaux H2O. Le hameau H2O, ou habitat humain et ouvert, se propose comme un habitat apportant une réponse globale à des questions actuelles cruciales pour tout habitant. L'indépendance et la sécurité énergétique, la mobilité et le besoin de propriété, l'impact de nos lieux de vie sur notre patrimoine naturel commun. Pour être cohérent et viable, ce projet se doit de prendre en compte le patrimoine financier pour sa pérennité économique, le patrimoine humain parce que le sens de tout projet est bien de placer en son cœur les hommes qui en bénéficient, comme ceux qui le mettent en œuvre, et le patrimoine naturel parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de construire le présent en hypothéquant l'avenir. Chaque hameau H2O mutualise la production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire par un réseau de chaleur couplé, par exemple à une chaudière biomasse commune à tout le hameau. Afin de permettre le développement de relations sociales multiples, les hameaux se composent de logements de tous les formats et des espaces publics sont aménagés. Jardins collectifs, potagers, vergers, poulaillers, mais aussi halles partagées aux fonctions diverses, entre hébergement, coworking, ateliers et autres salles de détente. Le financement des hameaux H2O fait appel au collège de ses associés épargnants, dont l'intérêt est de placer leurs économies dans un produit financier pérenne, concret et d'un rendement garanti. De son côté, l'habitant investit les lieux par la signature d'un contrat d'habitation, lui permettant d'acquérir la propriété de l'usage de son logement au fil du paiement de ses loyers. Cette épargne acquise au fil du temps lui constitue une provision, en prévision des aléas de la vie en matière de logement, de santé ou des revenus du travail. Au-delà du changement de point de vue qui fait du projet le centre de gravité de la SIC, quels sont les changements pour l'entreprise? Assurément, faire du projet l'objet suscitant un intérêt commun pour les différents associés lui donne un cap. Ce projet central rappelle à chacun la direction à suivre en l'inscrivant dans la durée. Il instaure également des relations de confiance entre associés motivés par le même projet.
Et du côté des salariés, quels sont les changements? Les salariés, au même titre que les habitants, les étudiants, les communes et les fournisseurs, sont associés de la SIC, c'est-à-dire propriétaires de leur entreprise et de sa destinée. Ce statut conforte leur place dans l'entreprise en leur permettant de choisir un projet et pas uniquement un travail ou un lieu de vie. Comme tout associé, ils détiennent un droit de vote qu'ils expriment lors des assemblées générales. Être associé d'une SIC, c'est avoir une visibilité sur son objectif, son pilotage et ses résultats. Dans tout organisme vivant, le changement prend naissance à l'échelle cellulaire. Cellule d'un corps social, l'entreprise a la faculté de faire évoluer notre société. Faire évoluer notre habitat avec les contraintes du changement climatique et notre dépendance aux énergies fossiles ne peut se faire que conjointement avec une évolution de la politique de l'entreprise. La société d'intérêt collectif permet bien plus qu'un nouveau modèle d'entreprise. Elle nous ouvre à l'entreprise politique. Aticora, agir en habitant. Merci pour cette vidéo. Est-ce que, avant d'approfondir un peu la singularité d'Aticora, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur la partie purement constructive? Sur les images, on voit c'est un système poteau-poutre du coup, avec un remplissage. Comment ça... Ouais, c'est une technique qu'on a retenue tout au début, même à la conception, à la formulation du bloc de champ. C'était un moment où, en 2006, il y avait autour des matériaux à isolation répartie sur base végétale, principalement vers les blocs de champ, mais il n'y avait pas que ce terminal qui était utilisé. Il y avait une chimère technophile qui visait à faire que le produit lié à la base de matière végétale serait celui qui est à la fois isolant, permanent élévateur d'eau, étanche à l'eau, étanche à l'air, et puis pour finir le cahier des charges, également résistant pour rendre la structure. Donc, de ce point de départ, en fait, c'est là où on a commencé à apprendre qu'il y avait matière à décortiquer Très bien. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux décocher ton option de micro? J'ai l'impression qu'on t'entend moins bien à nouveau. D'accord. C'est sur le microsystème. Est-ce que ici c'est mieux? Voilà, super, impec. C'est mieux? D'accord. C'était quand même audible le départ ou je reprends? Difficilement, visiblement, sur le chat. D'accord. Donc, ta question était de savoir qu'est-ce que fait juste un peu ton système. Tu parles dans la vidéo au début d'un système constructif un peu développé en interne et je voulais juste avoir quelques précisions. D'accord. Voilà. Sur les images, on voit des choses. Voilà. Et donc c'est un système constructif qui a été développé en intégrant qu'on ne pourrait pas avoir dans l'isolation répartie la possibilité d'apporter une réponse structurante en son sein, là où c'était initialement l'aspiration. Donc c'est là où on a accepté l'idée d'une part d'avoir une structure porteuse et contreventante, et d'autre part de ériger des murs en extérieur de ce poteau-poutre à base initialement de blocs et de champs. D'accord, donc tu as une structure poteau-poutre en bois et une isolation répartie extérieure en bloc de chanvre. Oui, c'est ça. Et après, on n'a plus qu'un travail de finition extérieure et d'étanchéité à l'eau, donc par des enduits à la chaux. Et côté intérieur, on peut être sur des plats, des enduits terre ou des enduits à la chaux. D'accord. En termes de stockage carbone, ça a quelle performance ce système? Est-ce que c'est net carbone? Est-ce que c'est positif? Sur l'ensemble de la technique, à savoir donc la partie génie civil béton et construction de l'ensemble poteau-poutre plus de champ, on est sur une technique constructive qui séquestre du CO2 en bilan global. Pour une maison, disons une centaine de mètres carrés, on est sur l'ordre de 10 tonnes de CO2 séquestrées. Bien sûr en compensation du CO2 qui aussi est nécessaire pour la partie béton fondation. D'accord, ok. Et tu parles aussi de la localité des matériaux que tu utilises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la localité? C'est sur la région, sur la France, sur l'Europe?
Eh ben, on s'est donné comme contrainte d'avoir un approvisionnement à 30 km. Donc 30 km rayonnant autour ici de la Mure, ce qui est une logique d'ailleurs qui est portée par la SIC. Donc on se donne pour objectif que l'ensemble des ressources qu'on utilise soient à la fois prélevées, transformées, utilisées en phase finale dans ce rayon de 30 km. Et aujourd'hui, on a sensiblement plus de 90% en masse qui rentrent dans ce rayon, que ce soit par le bois, comme bien sûr sur les matériaux minéraux qu'on utilise pour les bétons. Ok. Et en termes de consommation énergétique, il y a un chiffre qui est donné, c'est 10 € par mois. C'est linéarisé sur l'année, c'est par mois par habitant. Par exemple, si on est 4 dans le logement, c'est 10 € pour les 4 ou c'est 40 € par. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec un peu l'inflation des prix de l'énergie? Est-ce que tu aurais un ratio plutôt en kilowattheure équivalent pétrole, quelque chose comme ça? Oui, on peut parler. Oui, donc le 10 €, le 10 € par mois sur lequel on communiquait, c'était un peu pour simplifier la chose. Donc, en effet, c'est linéarisé, donc c'est lissé sur 12 mois. Donc, c'est plutôt une facture électrique de l'ordre de 120 € pour la partie chauffage, à un moment où le kilowattheure est à 10 centimes. Donc, je ne sais pas exactement où il est au niveau du particulier, elle est peut-être sensiblement au double quand on intègre après les forfaits. Et donc, en fait, c'était aussi adossé à un système de production de chaleur type pompe à chaleur, qui a seulement un COP de 3 dans les régions là où on implante nos maisons. On est sur un plateau à 1000 mètres d'altitude. Et ce type de chiffre a été relevé depuis nos premières constructions, donc qui datent de 2013, sur un panel peut-être d'une trentaine de maisons qui sont chauffées à l'électrique par de la pompe à chaleur. Ok. Ouais. Ok. Et dernière petite question sur le système technique. Souvent, on oublie un peu les pieds des bâtiments, c'est-à-dire comment ils sont fondés. Et il y a pas mal de matière qui est mise en œuvre ici. Comment, en termes de système de fondation, comment ça fonctionne sur tes bâtiments petits collectifs? Alors, ce qu'on a retenu, initialement, on était sur des systèmes à semelle filante, hors gel, et puis après un soubassement classiquement ici qui était de l'ordre de 80 cm pour des raisons de respect de règles de l'art. Et puis, on a surtout mis en place, ça je disons, ça va peut-être faire 4 ou 5 ans en arrière, on a délaissé cette technique pour pouvoir réduire nos besoins en béton pour technique radiée qui soit coulée sur un hérisson, non pas de galet, mais un hérisson de verre compressé de marque Misaport. Donc, c'est une épaisseur de 50 cm qui présente l'intérêt à la fois d'isoler par dessous la dalle et aussi de couper court à toute remontée capillaire. Le gros intérêt d'être allé sur cet aspect-là, ça nous a permis de mettre les 10 ou 15 tonnes de béton côté intérieur, donc d'apporter une inertie sur un bâti sur lequel on n'en aura jamais de trop, en tout cas en complément. Et ça nous a permis surtout aussi de réduire énormément l'aléa du temps de réalisation du béton. En fait, la mise en œuvre du mise-à-port et du radier permet de mettre, j'allais dire, en remous en une semaine, là où sur la technique classique, c'était plusieurs semaines, donc ça augmente le risque d'avoir pas mal de bouts qui collent aux bottes. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Alors, faut savoir que quand on l'a fait, mis en place, que ce produit mise-à-port, il n'était pas sous avis technique en France. En Suisse, bien sûr, c'est une technique qui est utilisée depuis 30 ans. Mais comme chaque fois que j'en parle, j'aime bien rappeler que tout le monde sait que les Suisses n'ont pas de grandes compétences en génie civil. Je plaisante, bien sûr. Ce qui justifiait que ce type de technique ne pouvait pas passer la frontière. Bon, finalement, ils l'ont eu depuis. Nous, on avait fait le choix de travailler avec eux avant qu'ils aient leur technique. Et là, j'ai appris il y a 2 ou 3 ans que c'est une technique qui peut être utilisée sous avis technique en France maintenant. Ok. Merci pour ce petit panorama un peu sur ces petits éléments de détail sur la partie système constructif. Maintenant, ce qu'on avait envisagé de discuter, c'était peut-être l'aspect, peut-être un des piliers du projet Aticora, c'est de questionner un peu cet idéal de propriétaire. Je pense à un livre qui s'appelle Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire, qui questionne un peu cet enjeu de faire de la France un pays propriétaire, ce qui est un peu le cas depuis l'après-guerre. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce qu'Aticora apporte? Tu parles d'une troisième voie, d'un principe de locataire-investisseur. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans ce sujet
nous expliquer comment toi tu travailles ça chez Aticora? Je sais qu'après avoir bâti pendant 6-7 ans des maisons pour des clients, il y a un moment, on s'est interrogé à faire de l'habitat autrement. Déjà parce que, en fait, ce qui a été vraiment déclenchant, c'est qu'on a vu qu'on arrivait à des factures énergétiques très faibles au prix d'un investissement dans une pompe à chaleur sensiblement de 10 000 euros. Et que conjointement à cet investissement, c'est quelque chose qui est facile à vérifier, il se trouve que le parc de pompes à chaleur, en tout cas à l'époque on avait fait des recherches, avait une durée de vie de 10 ans. En fait, en moyenne, tel qu'on a organisé, les pompes à chaleur sont régulièrement remplacées dans les habitats. Donc nous, on faisait le calcul simple, qui était que du coup, on faisait faire à nos clients un investissement de 10 000 euros pour finalement faire une économie via le COP de 200 euros par an. Donc, si on comprend bien que si au bout de 10 ans, on amortit notre affaire, ça fait 1 000 euros. Donc, finalement, financièrement, on a encouragé nos clients en fait, à perdre 800 euros pour se chauffer par rapport à l'électrique direct. Donc, c'est partant de ce genre de constat qu'on se dit que c'était peut-être pertinent d'envisager des constructions qui soient en hameaux, donc groupées, de manière à mutualiser la production de chaleur ou la production d'eau chaude et d'autres, j'allais dire, d'autres communs possibles à faire ensemble. Et pour cela, ça demandait de voir comment ce type de bâti allait être mis à disposition des clients. Et c'est vrai que petit à petit, en travaillant et j'allais dire en réinterrogeant même pas, plutôt en cherchant à comprendre ce que recouvrait le terme de propriétaire ou plutôt de droit de propriété, qu'on a compris qu'en fait il fallait décortiquer, parce que dans la propriété en fait il y a au moins 2 facettes que recouvre ce droit. Le premier auquel on pense tous, c'est le fait de posséder l'objet, posséder le logement, de manière à en avoir un usage, on va dire, librement. Et la deuxième facette, c'est d'en être responsable. Alors pour un logement, on peut se dire, bah oui, c'est vrai que s'il faut changer les tuiles, on en est responsable, mais là où je pense que la responsabilité du droit de propriété parle plus, c'est quand on se sent propriétaire, par exemple, d'un animal domestique, de votre chat. Donc un chat, quand on dit, bah, on a un chat, c'est pas le fait de posséder qui parle, c'est bien le fait a priori, on se soucie de savoir s'il a du casse-croûte et si la caisse est propre, quoi. Donc, c'est une fois qu'on a perçu que dans ce désir de propriété, en fait, il y avait bien ces 2 aspects à prendre en compte, ben, en fait, on a cherché à faire porter ces 2 facettes, pas forcément par le client. Donc, on a mis la responsabilité des logements qu'on réalisait à la charge de l'entreprise, là où on a laissé le droit d'usage au bénéfice de l'habitant. D'un côté, au travers du passage actif de la structure, pour ce qui est de la responsabilité, et de l'autre, par l'utilisation d'un vecteur à titre obligatoire qu'on appelle la part sociale, qui, comme l'explique la petite vidéo, à partir du moment où on en acquiert, permet d'avoir un droit plein et entier sur l'ensemble de son logement, quoi. Donc c'est bien parce qu'à un moment, on s'est autorisé à décortiquer, à chercher un peu la substance scientifique moelle d'une aspiration, qu'après, techniquement, on a trouvé aussi bien les solutions juridiques que principalement du coup juridique, hein, sur cet aspect. Est-ce qu'on peut donner un exemple vraiment concret pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne? Je ne sais pas si c'est encore très clair pour tout le monde. Par exemple, une famille de 4 personnes qui vit dans ton coin, qui souhaite vivre, mettons, dans 100 mètres carrés. Le prix du marché, là où tu es, c'est quoi? Enfin, le prix locatif, il faut peut-être quelque chose comme 1 000 euros. On va dire pour de l'habitat un peu qualitatif avec des facteurs de chauffage faibles, c'est 10 euros du mètre carré. Ouais, ok, donc ça simplifie en plus l'exemple. Disons qu'il faudrait que je loue un appartement 1 000 euros. Si je vais chez Aticora, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu me proposes en fait? Tu me proposes de louer un appartement 1 000 euros par mois? Eh bien, en fait, suivant
oui, j'allais dire à minima ou en première possibilité, on peut aller sur une location, mais on s'est donné comme clé de répartition au niveau de l'ensemble de nos logements au sein d'un hameau, de ne pas dépasser 20% du schéma locatif. Même si notre schéma locatif à nous, à 10 € du mètre carré, donc à 1 000 € par mois, dans le cas de notre maison, permet quand même d'acquérir 10% en part sociale. Mais j'allais dire à l'insu du plein gré du locataire. Pour ce qui est des 80% autres, ce qui est proposé via ce qu'on a appelé un contrat d'habitation, c'était pour se distinguer d'un bail ou d'un achat devant notaire, du droit de propriété, via le contrat d'habitation. Là, on a plusieurs cas de figure. Et on peut prendre le cas, on va dire, le plus simple, quelqu'un qui lui-même a revendu son bien et en mesure d'acquérir la totalité de la valeur des parts sociales du bien qui l'intéresse. Par exemple, partons sur une maison de 100 mètres carrés, la partie immobilière va être peut-être de l'ordre de 200 000 €. Donc, à partir du moment où il a acquis, les 200 000 € en part sociale, il a la possibilité, aussi longtemps qu'il laissera cette somme d'argent en part sociale dans la structure, de jouir librement de son logement. Alors souvent on se dit oui, attention, s'il s'en va dès le lendemain, non, est assorti d'un engagement dans le temps, mais qui n'est pas infini, qui est de 7 ans. En fait, dans notre mécanique, qu'il y a une famille qui vient avec un apport total initialement, à partir du moment où elle s'engage à les laisser 7 ans, et où elle se doit de les laisser 7 ans, peut envisager, au bout de 8 ans, de rendre liquide ses parts pour aller sur un autre projet ou éventuellement aller sur un logement plus petit, etc. Et à l'autre partie de l'échiquier, cette formule permet à des familles d'arriver sans apport et là de s'engager sur des mensualités. On prend dans le cas de notre maison à 1 000 €, c'est des mensualités qui vont être de l'ordre de 1 350 € pour être précis, parce que c'est un cas qu'on détaille sur notre site, qui va permettre sur 30 ans d'acquérir la totalité des parts sociales du logement qui investit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tenus d'aller à 30 ans. S'ils s'arrêtent à 20 ans d'achat de cotisation, et bien, tout ce qui a été épargné est épargné en part sociale, et ce qui n'est pas ne l'est pas. Et donc, s'ils s'arrêtent en fait d'être sur un schéma à 1 350 € par mois, donc d'épargner dans le but d'être 30 ans, ils peuvent le faire, ils peuvent passer dans un schéma locatif. Ou éventuellement aussi, en cours de parcours, s'ils héritent ou s'ils ont un apport plus conséquent, ils peuvent faire un apport qui leur permet d'acquérir plus rapidement le droit d'usage entier du logement. Et donc, je reviens sur cette clé de répartition, c'est qu'en moyenne, on a besoin de notre modèle qui est 30% d'apport à la signature des contrats d'habitation, tranche par tranche. C'est-à-dire que, par exemple, sur un hameau de 50 logements, on se met à faire investir une quinzaine de logements. Il nous en faut, disons, 5 qui amènent 100% pour que 100% d'apports initiaux, pour que 10 finalement arrivent sans apport. C'est une moyenne, donc en moyenne, l'apport doit représenter 30% du coût de la construction initiale. Ok. J'essaie de faire un effort de synthèse de ce que tu as dit en prenant mon exemple. Donc, j'ai compris, il y a un peu 3 grandes options. La première, c'est je te loue un appartement à Ticora au prix du marché, quoi, en gros, 1 000 € les 100 mètres carrés pour ma famille, mettons. L'autre option, c'est je suis en capacité de l'acheter. J'ai le capital et donc mon capital, il est investi en part sociale de Ticora, c'est bien ça? Oui. Et en contrepartie, j'ai l'usage du logement de 100 mètres carrés sans loyer, j'imagine, avec les charges quand même, d'entretien, etc. Oui, alors suivant sur le hameau, il faut entendre ce qu'on entend par charge. Typiquement, il peut y avoir des charges d'électricité qui sont incluses en fait, dans l'acquisition de droit d'usage. Là où on a gardé par exemple les charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire en sus, donc en plus, pour des raisons assez claires on va dire pédagogiques, pour être certain qu'il n'y ait pas de comportement qui vise plutôt que de baisser le thermostat, d'ouvrir les fenêtres. Après, la troisième facette qu'il y a dans les charges, c'est les charges d'entretien des communs. Et là, en fait, il y a l'idée, c'est que la SIC qui porte ces logements, ce n'est pas un syndic. En fait,
on ne vit pas, enfin, il n'y a pas une création de valeur à assurer cet entretien. Donc, ça veut dire que si les habitants le réalisent, eh ben, c'est très bien. Si les habitants ne s'organisent pas pour réaliser cet entretien, quand je dis entretien, c'est entretien courant, hein, c'est pas la réfection du bâti. Hein, le parcours, c'est passer le balai ou passer la tondeuse pour les communs. S'il n'est pas réalisé par les habitants, on va dire c'est pas gênant, mais c'est la SIC qui le prend en charge et à ce moment-là, qui répercute le coût de cet entretien. Mais il n'y a pas, et ça représente, sur des logements là qu'on vient d'évoquer de 100 mètres carrés. L'idée, c'est une dizaine ou c'est 10 ou 20 euros en plus par mois pour cette partie entretien des communs. Ok, et la voie du milieu, qui est quand même peut-être un peu la vraie innovation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Atikora, c'est que si je te suis dans ce qu'on s'est dit, je peux louer ce logement au lieu de le louer 1 000 euros, c'est-à-dire le prix du marché en locatif, je peux le louer plus cher, 1 350, et en contrepartie, il y a une partie de ce loyer qui est convertie en part sociale, c'est ça, chaque année? Oui, c'est ça, ouais. Donc, il y a 55% en fait, de ces 1 350 euros qui, en fin d'année, basculent en part sociale. Et comme on a assis le droit d'usage en fait, sur ce que sécrète la part sociale dans l'habitat, au lieu de verser du dividende, parce qu'une part sociale classiquement génère un avantage. Cet avantage, souvent on perçoit que ça peut être qu'un avantage en numéraire, en argent, mais dans l'esprit, dans les textes, ça n'est pas une question d'esprit, mais dans les textes de la définition des coopératives, le portage à part sociale ne génère pas forcément comme intérêt que l'intérêt financier. Donc là, je dirais toute l'approche particulière, c'est de reconnaître que le porteur d'une part sociale en tant qu'habitant lui permet d'avoir un usage de X mètres carrés. Ok, donc en gros, ma mensualité, elle est plus forte, 1 350 euros, mais en contrepartie, j'ai quand même 700 euros qui sont épargnés en part sociale, donc convertis en capital social. Ça, et à une certaine échéance, je peux aussi, si je décide de quitter la région, céder mes parts sociales et retrouver un capital en numéraire, quoi, en gros. Oui, tout à fait. Donc, c'est à la fois un modèle qui est susceptible, enfin, plutôt un contrat susceptible d'être ouvert à des personnes qui sont exclues au schéma classique du crédit immobilier. Je pense souvent, et j'ai eu des cas de figure, hein, ça peut être la femme de 40 ans qui a eu un cancer du sein, qui est en rémission, et aller emprunter, ça ne va pas être facile. Ça peut être toutes les professions libérales qui n'ont pas 3 ou 4 bilans positifs. Ça peut être toutes les personnes qui fonctionnent en intérim ou en CD. Nous, dans notre approche, en fait, comme on n'est pas dans un schéma d'endettement, on n'est pas un schéma d'engagement dans le temps, ça nous pose aucun problème. Bien sûr qu'il faut que les habitants soient solvables au mois par mois. Donc on veille à ce qu'ils ne s'engagent pas sur une acquisition de part sociale qui soit trop élevée par rapport aux revenus du foyer. Et là, on respecte, on est dans le même schéma que le crédit immobilier, donc c'est essentiellement le tiers des revenus et pas plus. Mais si au bout de 2 ans, le couple se sépare ou se recompose, bon, bah, le contrat d'habitation peut être cassé dans un délai de 2 mois. Et les différentes parties se retirer, ou une des 2 parties, etc. Ça donne vraiment beaucoup plus finalement de souplesse, de mobilité que le droit de propriété. Ou quand on cède un logement, bon, monsieur, il y a des frais d'agence, monsieur, il y a des frais de notaire, mais surtout il y a un délai si on veut vendre dans des conditions convenables. C'est souvent quand même pas si pertinent, quoi. Ok, je vois que le chrono a déjà pas mal tourné, et ce serait bien qu'on passe aux questions. Est-ce que tu peux dire un mot en essayant d'être vraiment synthétique sur la pertinence en fait du véhicule de la société, de la SIC, société coopérative d'intérêt collectif, en quoi c'est un apport par rapport à la structure classique d'une entreprise, et en quoi peut-être aussi c'est nécessaire à développer ce projet d'Atikora. C'est-à-dire qu'il fallait ça pour pouvoir le faire, quoi. Ouais. C'est bien parce que du coup j'ai vu passer une question d'un shifter qui dit comment sont financés ces logements. Donc typiquement en fait on était sur un modèle de ce type, on
on a besoin d'avoir une forme juridique qui permette de regrouper des associés qui ont des intérêts différents en souhaitant qu'un de ces collèges d'associés ou catégories ait comme intérêt de placer son épargne ou d'investir. Donc, comment sont financées toutes nos constructions, tout l'actif que constitue la structure, aujourd'hui essentiellement, et ceci depuis 3 ans, par des levées de fonds au niveau de ces associés, des collèges épargnants qui, en contrepartie d'une rémunération qui va aller de 1 à, disons, 5% en fonction du temps d'engagement, nous permet d'assurer le financement de la construction, et là je ne l'ai pas évoqué, la construction qui se fait essentiellement en interne. Donc en fait, on maîtrise de très près ce qu'on appelle le taux de conversion entre l'épargne qui nous est confiée et les mètres carrés qui sont réalisés. Donc en fait, on avait besoin d'aller sur une structure juridique qui par construction, accepte et encourage l'hétérogénéité du secrétariat, de manière à pouvoir avoir autour de la table aussi bien, on l'a dit, des épargnants, nos salariés, nos fournisseurs et, très très important, des acteurs publics, les communes sur lesquelles on bâtit, de manière à pouvoir faire porter ces projets non plus en partenariat ou en schéma promoteur-constructeur, mais véritablement en schéma de secrétariat. Et là, la seule structure juridique qui permet cette hétérogénéité publique-privée, aujourd'hui, c'est la SIC. C'est pour ça qu'on est parti sur ce schéma-là. Lionel, il y avait le micro coupé. Je vois qu'il y a Alexandra qui te demande si tu fais à la fois la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et le constructeur, et même l'exploitant en fait. Oui, on fait absolument tous les métiers, donc en interne. Alors après, suivant ceux qui sont familiers avec la question des signatures, des plans déposés en période de construire, sur la taille des hameaux, et cette fois ils sont plus gros, on travaille avec des cabinets extérieurs pour ce volet-là. Mais après, en interne, on a des archives. Et de la partie architecture, plan d'exécution jusqu'à la pose du carrelage et des enduits, tous les métiers sont en interne. Donc les 50 salariés qui sont 45 affectés à la partie exploitation-construction, on a en interne l'ensemble des compétences. Ouais. Quel avantage et peut-être aussi quelle limite tu vois à l'intégration de tous ces métiers vraiment dans l'activité d'Aticora? Le gros avantage qu'on a vu, on l'a vu dès la première année, c'est qu'il n'a pas fallu plus d'une année en fait, pour valider que la technique constructive était reproductible. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir tout métier en interne, souvent, c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait de conneries, mais on les a très très vite bouclés. Donc en l'espace de 6 mois, 1 an, toutes les équipes métiers ont su s'accorder. Et le fait d'intégrer très, très largement sous le même toit, dans un territoire à petite échelle, en fait, on est nous sur des capacités de construction aujourd'hui qui sont entre 15 et 20 logements, et une cycle de ce type dans son territoire a vocation éventuellement à doubler. Enfin, je dis éventuellement, on est dans ce schéma-là aujourd'hui. On est dans une phase où on embauche une 50aine de personnes là, dans les mois qui viennent pour doubler, mais pas plus. Et dans ce schéma-là, ça nous permet d'avoir un fonctionnement tout sous le même toit qui est extrêmement efficace en fait en termes de temps, en temps main-d'œuvre. Personnellement, à ce jour, nous, on ne voit pas de limite à l'intégration verticale dans un métier. Savoir que notre métier, là, c'est l'habitat. On pourrait éventuellement toucher 2 mots sur d'autres filières dans lesquelles on pense décliner cette approche. Mais dans l'habitat, aujourd'hui, on construit nos fenêtres, on a une production de fenêtres, on fabrique nos portes, nos escaliers, nos parquets. Et puis les produits qu'on ne réalise pas, on a des liaisons très fortes avec des fournisseurs qui eux-mêmes s'associent. Par exemple, notre fournisseur de chaudière à Gessner est sociétaire de la SIC. Il peut en profiter pour placer une partie de sa trésorerie, ce qu'il fait d'ailleurs. Et son intérêt d'être là, c'est que ça lui permet de savoir un peu quelles sont les perspectives d'utilisation de ses produits, les retours qu'on lui fait par rapport à des problèmes techniques, ils sont faits de manière beaucoup plus constructive que si on a des schémas simplement de relations client-fournisseur. Voilà, nous, au niveau de l'intégration très, très globale,
et ne génèrent que du profit. Ok, on a une question de Johan qui demande combien de personnes vivent dans des logements à Ticora actuellement, si c'est sur le territoire national ou plus localisé, et aussi est-ce qu'il y a une logique intergénérationnelle ou pas particulièrement, quel lien peut-être avec l'habitat partagé, groupé, Ouais. est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, est-ce que tu peux préciser un peu? Sur le début de la question, ouais, donc, avant d'être passé en SIC, on avait, en tant que constructeur, on avait construit une petite centaine de maisons pour des clients. Et depuis qu'on est passé en SIC, là, en chantier ouvert, on a 80 logements à différents stades et une grosse vingtaine sont en contrat d'habitation. Donc aujourd'hui, on a un collège d'habitants d'une vingtaine de personnes. Et ceci depuis 3 ans. La question liée aux habitats groupés, oui, en fait, la proposition qu'on fait au travers de nos hameaux vise à répondre avec peut-être plus d'efficacité à cette aspiration pour certains de vouloir bâtir en groupé. Et ça, on a pu comprendre quand on était constructeur qu'il y avait matière à y répondre, puisque aujourd'hui, en France, toutes les solutions de financement fonctionnent mal, et puis le fait de bâtir plutôt que les habitants bâtissent amène à poser tout un tas de questions compliquées qui fait qu'en règle générale, les projets ne débouchent pas. Là, le fait que les projets soient portés par une entité autre te permet d'être à la fois plus efficace et peut-être de mieux définir le cahier des charges qu'attendent les familles qui se rapprochent pour le grouper. Ok. Est-ce qu'il y a des salariés qui vivent dans ces logements? Des salariés Oui. Ils sont associés à double titre, pas d'habitants et de salariés. Ils sont associés à deux titres, au titre à la fois de salariés et d'habitants locataires. Ouais. Et donc à ce moment-là, dans le jeu des SIC, voilà, de fait, ils sont que dans le collège salarié. C'est une forme de priorité qui est faite pour dire, tout comme d'ailleurs des salariés qui sont à la fois habitants et aussi épargnants. Ils placent une partie de leurs économies, ou tout, je ne sais pas, dans leur structure. D'accord. Comment tu fais pour trouver les terrains, les fonciers pour bâtir ces hameaux? Alors, initialement, c'était proactif et c'est moi qui démarchais. Aujourd'hui, c'est plutôt à la fois des communes qui viennent vers nous et des privés. Là, je pense à une commune, ça va être un projet qui va démarrer, je pense, d'ici 12-18 mois. C'est un privé qui a cédé son terrain et avec le prix de la vente, en fait, a racheté les parts sociales. Alors, en fait, il a racheté, dans son cas, il a racheté une part sociale, ça on va le voir, parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir des parts sociales est pertinent essentiellement pour l'habitant. Donc, il a acheté une part sociale et après, le reste, via les comptes courants, en fait, il replace le produit de sa vente. Donc, ça aussi, c'est parce que c'est un acte volontaire, parce qu'en fait, quand le propriétaire vend un terrain, il n'a pas forcément besoin de l'argent tout de suite, donc plutôt que de le mettre en banque, en assurance vie ou autre, il a la possibilité de le remettre directement dans sa structure, dans la SIC. Ok. Et c'est lié aussi à une autre question d'Alexandra. Les grands enjeux, on dirait que l'enjeu national, ça reste quand même principalement la question de la rénovation. Est-ce que tu as est-ce que tu as réfléchi à cette question? Est-ce que Aticora a prévu de se déplacer un peu sur ces sujets? Voilà, on sait construire, on va dire, performant, écologiquement neuf, finalement, en fait, on sait faire si tant est qu'on veuille s'en donner les moyens, c'est ce que tu fais. En réhabilitation, rénovation, ça reste peut-être un peu plus un challenge. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est clairement, on allait sur le neuf parce qu'en utilisant nos blocs de chanvre, parce qu'on savait que c'était plus simple que d'aller sur la rénovation. Il faut savoir qu'initialement, à Ticora, pendant 3 ans, 2-3 ans, on s'est contenté au départ que sur des travaux d'isolation thermique par extérieur et pour certains sur des rénovations totales.
global. Et aujourd'hui, on a bien sûr conscience qu'on a 5 ou 10 années devant nous dans le territoire où on peut raisonner en disant qu'on va construire une neuf, mais on sait bien qu'après, ce sera une autre paire de manches. Mais on prend ça d'un mot d'œil. On a bien conscience qu'il faut envisager la réhabilitation, et le travail qu'on est en train de réaliser avec des communes, là, c'est de choisir quels vont être les premiers quartiers sur lesquels on va essayer de transposer notre savoir-faire en neuf pour la réhabilitation. Comme je te disais hier, Lionel, on a évoqué ensemble le sujet de l'expérience qu'on a eue initialement à la création d'Aticora. Je pense que le bon état d'esprit par rapport à la réhabilitation, c'est a priori de considérer qu'une bonne réhabilitation, c'est en repartant à zéro. Et c'est une fois qu'on part dans ce schéma mental qu'après on se dit, bon, en fait, non, ça vaut le coup de garder, ça vaut le coup de garder les murs. Et non l'inverse, faute de quoi, si c'est pour reproduire de la réhabilitation dans des logements trop grands, trop excentrés, ou qui nécessitent trop de transformation, ou même simplement des transformations au niveau des murs, on sait que le résultat thermique sera moyen, et puis qu'après que l'acceptabilité en fait au niveau des futurs habitants sera aussi très difficile. Donc la réhabilitation, oui, on va y aller. C'est un beau défi encore. Je ne t'entends pas, Lionel. Non, je disais voilà, j'ai coupé le micro, que c'est un parti pris assez tranché, mais qui peut se défendre au moins en partie, quoi. Ça dépend, je pense, un peu de la typologie de l'habitat auquel aussi on est confronté, qu'on ne peut pas forcément traiter le bourg-dense comme la zone pavillonnaire, quoi, en la matière. Tout à fait. Il faut considérer aussi ce que coûte la démolition, et en termes d'empreinte et de gestion des déchets aussi. Une autre question peut-être sur il y a une question sur un peu la typologie de tes bâtiments. Enfin, tu dois pouvoir le voir dans le chat aussi, hein, mais sur combien de niveaux sont les logements? Est-ce qu'il y a un peu un optimum que tu as identifié? Est-ce qu'ils sont tous bâtis sur le même modèle ou c'est variable? Alors, on n'a jamais construit deux maisons identiques. Peut-être qu'on fonctionne, ça ne présente aucun intérêt d'un point de vue financier. Et là où je voulais préciser, c'est en fait l'avis, même si ça paraît tranché, que je porte sur l'habitation, c'est que d'où je parle, à savoir on est en milieu rural, il y a du pavillonnaire, mais ouais, les questions de réhabilitation pour être envisagées, c'est plutôt sur du hameau et en effet du centre-bourg. Mais je me suis perdu la question initialement. Oui, si dans la typologie de tes bâtiments, il y avait... Et donc, en technique constructive, ce qui a été développé, c'est pour fonctionner du R+2, voire R+3. Au-delà, donc ça veut dire au niveau fêtage, 12-15 mètres. Au-delà, même si on a déjà utilisé du bloc de chanvre pour des immeubles, ce n'est pas ce que Aticora sait faire. Et le territoire en bosse, c'est pas pertinent. Ceci dit, s'il y avait lieu de viser des solutions plus urbaines, un peu plus hautes pour gagner 1 ou 2 étages, je pense que la technique peut se décliner. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'expérience. Ok. Et aussi en termes de gestion de l'eau, qu'est-ce que tu fais quelque chose de particulier, de production d'électricité? Est-ce qu'il y a... On ne part pas avec un a priori. En fait, on cherche à trouver la meilleure solution. Et par exemple, sur celui là pour lequel il y avait, peut-être j'ai oublié de projeter les premières photos sur un mot qu'on appelle les sablières. Pour ce qui est de l'eau, en fait, la moitié de la surface, et seulement la moitié de la surface des bâtiments, sont récupérés pour pouvoir assurer l'eau pour l'entretien du linge. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que sur un mot, il y a une chaudière qui va permettre aussi d'y adjoindre une buanderie qui sera d'ailleurs commune au hameau, mais aussi il y a des habitations autour, il y a 150 logements de convocation s'ils le souhaitent à utiliser aussi ce lieu. Donc la chaleur qui est produite
par la chaudière profitera aussi à l'entretenage. Et donc là, ce qui a été retenu sur la gestion de l'eau et le stockage de l'eau, donc on a une cuve de 150 mètres cubes, c'est pour répondre à ce besoin. Bien sûr, un petit peu s'il y a de l'extra pour la partie arrosage des jardins, on ne s'en privera pas, mais ça n'a pas été dimensionné pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une région où on ne manque pas d'eau, en fait, donc ce n'était pas une contrainte. En revanche, comme on tenait à ce que la partie électricité soit assurée par le même fournisseur, de fil en aiguille, on arrive au fait qu'on a rendu aussi autonome en électricité le hameau. Donc, on a un système qu'on met en place à partir du mois d'avril de pyrolyse, donc avec production d'électricité, pour rendre autonome le hameau avec la gestion de ce qu'on appelle un micro-réseau en lien notamment avec la charge de véhicules partagés parmi les habitants. Il y aura plusieurs véhicules, donc avec la partie batterie et stockage nécessaires soit pour des pics, soit pour des en faible puissance, sera faite via les batteries des véhicules. Et puis sinon, c'est la pyrolyse. Il y a une génératrice qui pyrolyse, je le précise, c'est un système de désignation du bois. Puis après, le gaz est injecté dans un moteur thermique avec des rendements bien supérieurs que ce qu'on a à obtenir en cogénération. Ok, mais c'est aussi cet équipement qui permet de faire la production de chaleur ou Oui, en effet, ouais. Parce que c'est un équipement qui a un rendement électrique de l'ordre de 30%, donc 70% thermique, et 70% permet de produire de l'eau chaude qui est injectée dans un réseau pour chauffer l'habitat, pour produire l'eau chaude sanitaire. Il y a des sous-stations au niveau de chaque logement, et aussi une partie de cette chaleur va être vendue pour chauffer des bâtiments de Alpizar Habitat. Donc c'est en projet, en discussion, mais il y a 3 petits immeubles qui sont en fioul et qui du coup vont passer sur notre réseau de chauffage, sur ce réseau de chauffage. Ok. Eh ben, merci. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je regarde un peu, je n'ai pas l'impression. Est-ce que peut-être, avant qu'il reste quelques participants, il y en a quelques-uns qui sont partis déjà, est-ce que tu as un message à faire passer, une demande, tu as des compétences clés à trouver, et, tu veux profiter de cette petite tribune pour faire une annonce? Oui, bien sûr. Mais, comme je disais tout à l'heure, on a une phase de fort développement où on embauche un peu toutes les compétences liées à la filière Habitat au niveau d'Aticora. Donc, ça va vers des personnes qui ont l'expérience chantier sur tous les métiers, comme des personnes, on va dire, plus orientées sur l'ingénierie, puisque vous l'avez compris, on s'investit aussi sur des développements propres, on va lier à la maîtrise de l'énergie sur les hameaux, mais aussi au niveau d'un certain nombre de process qu'on a en interne de fabrication de nos fournitures. J'ai évoqué tout à l'heure, on fabrique nos fenêtres, on fabrique tout un tas des fournitures qu'on a besoin, et donc il y a un besoin aussi en ingénierie à ce niveau-là. Donc oui, si les shifters sont intéressés pour nous rejoindre, qui nous contactent, on a une phase de croissance très forte. Ok, et peut-être j'ai une dernière question plus personnelle. Est-ce que avec ton expérience de la SIC, est-ce que tu penses que c'est un peu un point de passage obligatoire finalement de revoir la définition, la perspective de l'entreprise comme on la connaît, qui est définie, je crois, enfin chez nous en tout cas dans le Code civil, comme une société qui vise l'intérêt commun de ses associés. Donc c'est quand même un intérêt collectif qui est limité aux associés. Est-ce que tu penses que c'est un point de passage obligé pour répondre de manière plus systémique aux enjeux auxquels on est confronté? Est-ce qu'en gros, l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, finalement, c'est pas un véhicule un peu caduque pour répondre à ces enjeux? C'est-à-dire qu'intrinsèquement, elle est juste pas faite pour ça, et qu'il faut réinventer pas simplement un mode d'organisation, mais aussi une perspective différente sur le partage de la valeur, un peu la notion d'intérêt collectif, mais aussi d'intérêt de bien commun, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est un point de passage obligé, ou en fait on pourrait quand même atteindre ça avec les éléments existants? En tout cas, d'y aller, je pense que par étapes, ça sera indispensable, et à mon sens, il n'y a pas d'autre issue. Nous, la première raison pour laquelle on est allé sur
sur une organisation de ce type a été que dans l'habitat, dans l'acte de construire, il y a toute une couche à la fois normative, assurantielle et de contrôle qui rend tout simplement pas possible en fait de faire autrement que ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc le fait d'être passé en SIC, d'être allé sur un autre schéma d'économie, donc on est sur une économie d'usage, a été finalement imposé pour nous permettre de pouvoir innover, de pouvoir essayer des techniques, de pouvoir les valider, aussi bien des techniques, j'allais dire, en ingénierie sociale que de la technique pure et dure, le système constructif qu'on a développé. Dans le schéma classique de la construction, c'est extrêmement complexe, déjà de l'initier, et encore pire, de faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, dans la construction, on aspire à ce que chaque fois qu'on lance une solution, il faut qu'elle soit bonne. Non, il n'y a que le retour d'expérience qui permet de l'affiner. Et ce travail-là, au sein des standards, n'était pas possible. Alors, après, c'est sûr que ça nous a ouvert à la coopérative, dans laquelle on a perçu que ce qu'il y avait de très pertinent, c'est que ça permettait de construire une entreprise qui ne soit pas motivée comme la plupart par l'intérêt de l'actionnaire, mais qui puisse être motivée sur un objet qui dépasse et qui soit commun et qui ait l'effet très, très bénéfique et vertueux de tirer tout le monde, donc d'être dans un schéma, ce que j'appelle moi d'obligation de résultat. Le fait qu'une entreprise reste propriétaire de ce qu'elle construit, l'engage dans le temps et l'engage aussi au moment de la conception à avoir fait de son plus. C'est un schéma qui est beaucoup plus riche et finalement qui ouvre beaucoup plus d'innovation que d'être que dans un schéma de respect de règles tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la construction et bien d'autres secteurs n'évoluent que dans des règles qui ont été définies à une époque où typiquement les contraintes n'étaient pas les mêmes. Donc tant qu'on n'intégrera pas le fait qu'au niveau de l'entreprise, elle se doit se fixer des objectifs dont elle assume les conséquences, et elle assume de manière positive, elle assume pas devant la loi, pas devant l'assurance, qu'elle les assume par construction, par le fait que d'être propriétaire, ça rend responsable, et c'est très, c'est un titre individuel d'ailleurs, au niveau d'une personne morale, le fait de se sentir responsable de ce qu'on fait, on le sait bien, c'est extrêmement motivant. Donc je pense que l'évolution des entreprises vers des schémas équivalents à ce qu'on a proposé sera nécessaire pour franchir le mur des normes dans lequel on est, qui est tout simplement infranchissable.